Bonjour fidèles téléspectateurs de MNTV et chers amis de l'émission Génération Consciente. Je suis très ravi et encore une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui nous avons pour invité par rapport au thème que vous voyez sur votre écran, et il s'agit justement de la contribution des Congolais de l'étranger au développement du Congo. Et pour cela, nous avons reçu sur notre plateau aujourd'hui Madame Itoa Edith, qui est la conseillère du chef de l'État. Elle est chargée des Congolais de l'étranger. Alors donc, avec qui nous allons devoir parler, sur comment elle fonctionne avec la structure et comment... Donc, comment les Congolais de la diaspora ou en quoi les Congolais de l'étranger peuvent apporter leur contribution. Et donc, voilà un peu le décor, comment il est planté. Alors, Madame la conseillère, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, nous espérons que vous vous sentez à l'aise comme chez nous. Oui, ça va. Alors, très bien. Alors donc Madame, c'est l'émission, comme vous le constatez, l'émission se nomme donc Génération Consciente. Ça veut dire que c'est pour toutes ces personnes donc de 1900, à partir de 1900 jusqu'à nos jours. Donc on dit la génération de 1900 jusqu'à nos jours et certainement jusqu'à l'avenir. Et consciente, eh bien, comme vous l'entendez comme mot, c'est que voilà, nous sommes des Congolais et par rapport au thème du jour aussi, c'est que nous avons le devoir, en même temps le droit de prendre conscience pour le développement de notre pays. D'où vous occupez justement de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Alors donc, sans plus tarder, alors Madame, nous voulons avant tout, les Congolais veulent savoir, quand on parle des Congolais de l'étranger, qui qu'on peut appeler par Congolais de l'étranger? Ben, le Congolais de l'étranger, c'est le Congolais qui réside à l'étranger. Depuis un certain temps, il y en a qui ont des titres de séjour, donc des cartes de résident dans des pays étrangers. Dans un pays étranger, il y en a qui ont la double nationalité. Donc ce sont tous ces Congolais-là qui vivent à l'étranger. D'accord, mais ceux qui n'ont pas des papiers, qui n'ont pas de carte de séjour, on peut toujours les appeler Congolais de l'étranger. Ah, vous savez, quand quelqu'un n'a pas de papier, il est un peu dans la clandestinité. Donc je ne sais pas, il est, oui, ipso facto Congolais de l'étranger, puisqu'il vit à l'étranger, mais son existence n'est pas connue. Donc je ne sais pas si on peut les intégrer dans... Oui, pourquoi pas. Ça doit être aussi des Congolais de l'étranger, mais en fait... Si on veut une preuve de leur résidence à l'étranger, à ce moment-là, on n'aura pas, puisqu'ils n'ont pas un papier qui prouve qu'ils vivent à l'étranger. D'accord, ça c'est l'aspect juridique, mais sociologiquement, ils vivent à l'étranger. Ils vivent à l'étranger, bien sûr. D'accord. Alors, Madame, avant que nous continuions, justement, que nous allons dans le profond, ou la profondeur, justement, de notre thème du jour, est-ce que vous permettez qu'on puisse parler un peu de vous? Parce que vous vous occupez de ces Congolais de l'étranger, et ça veut dire que vous-même, vous maîtrisez bien les réalités de l'étranger. Parce que j'ai vécu longtemps à l'étranger. D'accord. Et donc, ayant vécu à peu près 30 ans à l'étranger, je pense effectivement connaître les difficultés et les avantages qu'on peut avoir à vivre à l'étranger. Oui. D'accord. Et vous connaissez aussi sincèrement, enfin sérieusement, au moins quand même les réalités que vivent nos compatriotes à l'étranger? Oui, les réalités sont différentes. Chacun a sa réalité. Et puis, oui, il y a des gens qui vivent dans de très très bonnes conditions parce qu'ils ont reçu de bonnes formations, ils ont eu des bonnes opportunités professionnelles. Il y en a qui ont des difficultés, qui rament à boucler les deux bouts du moins, qui ont du mal à vivre. Et il y a encore les étudiants qui, eux, continuent à étudier, qui vivent normalement. En fait, les réalités sont diverses et variées. D'accord. Alors, Madame, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'historicité ou carrément l'historique de votre structure? Depuis quand que cette structure qui s'occupe des Congolais de l'étranger existe? Depuis le 13 mars 2013. Le président a signé le décret de création du département des Congolais de l'étranger le 13 mars 2013. Donc ça fait 1 an et à peu près 3-4 mois. Voilà, c'est ça l'existence du département des Congolais de l'étranger. D'accord, mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi le président a cherché à attendre longtemps pour vouloir faire créer ou bien faire exister ce département alors que les Congolais sont à l'étranger depuis toujours? Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour faire exister ce département?
Parce que je pense que les Congolais de l'étranger ont un ministère qui est le ministère des Affaires étrangères, qui s'occupait déjà des Congolais de l'étranger. On a voulu, le président a pensé qu'il fallait en faire une population à part entière dont on devrait s'occuper spécifiquement. Mais les Congolais de l'étranger étaient déjà protégés ou gérés par le ministère, notre ministère des Affaires étrangères. Mais il a pensé là, peut-être parce qu'il a compris que, vu la transformation, l'industrialisation, la modernisation, tout ce qui se fait au Congo aujourd'hui, on a peut-être plus besoin de ressources humaines et qu'on se rend compte que nous avons beaucoup de personnes formées qui vivent à l'étranger. Et c'est peut-être ces besoins-là qui ont fait qu'il puisse penser créer dans son cabinet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au ministère, il y a déjà des cellules qui s'occupent des Congolais de l'étranger. Il a voulu créer dans son cabinet un département, probablement parce que le besoin est un peu plus crucial maintenant, et vu le niveau de développement du Congo, les besoins en fait. D'accord. Alors, mais quelle est fondamentalement la vocation exacte et précise de ce département? Puisque c'est déjà, essayer de proposer au président de la République faire des propositions, des recommandations, des suggestions pour donner comme une espèce de procédure d'intégration de nos compatriotes qui vivent à l'étranger au développement. Je vous dis que le Congo est en train de se développer, les besoins se font sentir en ressources humaines, il y a des ressources humaines à l'étranger, mais comment faire pour qu'ils viennent, pour qu'ils s'intègrent? Ils ne vont pas venir de manière individuelle, ce qui se fait déjà, mais qui n'est peut-être pas efficace. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire au président, voilà monsieur le président, c'est peut-être par ce canal-là, c'est peut-être de cette manière-là qui serait plus efficace de les faire revenir, de les faire participer au développement. Donc je vais dire aider, mais ce n'est pas ça le terme, c'est suggérer des procédures, des modalités d'intégration, de voir ce qui se fait ailleurs et essayer de dire au chef de l'État comment ça pourrait se faire chez nous. D'accord, donc ce département n'est représenté qu'à Brazzaville. Est-ce que, bon, je disais au Congo, est-ce qu'au niveau de l'extérieur, je voudrais poser la question, peut-être aller de manière directe, comment s'organise votre département? Est-ce que dans d'autres pays ou à l'extérieur, il y a des cellules qui représentent donc la structure, qui peut peut-être aller dans le sens de la décentralisation de l'existence de... Alors, il y a quand même quelque chose que je devrais préciser, c'est que le département des Congolais de l'étranger, c'est un département qui existe au sein du cabinet du chef de l'État. D'accord. D'accord. Nous ne sommes pas une entité indépendante du genre une agence, une délégation générale ou un ministère, non. Donc nous n'avons pas réellement d'existence indépendante de manière à pouvoir aller implanter des structures à l'étranger pour nous représenter, non. C'est pas le cas parce que nous ne sommes que conseillers du président. D'accord. Mais comment vous faites pour repérer ces Congolais compétents dans le cadre justement des ressources humaines? Comment faites-vous pour les repérer, puisque le monde est tellement grand, il y a de ceux qui sont au Canada, il y a de ceux qui sont aux États-Unis, un peu de partout, mais vous faites comment? Puisque vous n'êtes pas représenté dans certains pays, vous êtes basé qu'au Congo, vous faites comment pour les repérer? Quand j'ai été nommée nouvellement, j'ai essayé de faire des déplacements, d'aller dans les pays de résidence, les pays connus de résidence. Donc la France, je suis allée au Canada, je suis allée en Suisse, je suis allée... voilà, donc je continuerai à aller dans les pays où on sait qu'il doit y avoir des Congolais qui y résident parce qu'on a une ambassade et parce qu'on sait qu'il y en a. Mais il y a aussi des pays où on ne soupçonne pas l'existence de Congolais, mais il doit en avoir. Donc la première démarche est d'y aller. Ensuite de consulter nos consulats, nos ambassades pour savoir combien ils ont pu répertorier de Congolais dans les pays. Et puis on les contacte par... on a créé un site internet justement pour essayer de
les contacter au maximum. Et puis voilà, donc, et puis il y a le bouche à oreille, et puis il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça qui fait qu'on arrive quand même à atteindre une bonne partie. Mais on est loin du compte, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut penser. D'accord. Depuis que le département existe, avez-vous déjà pu avoir des contacts de manière directe et les résultats sont quand même prometteuses? Les contacts avec les Congolais de l'étranger? Les Congolais de l'étranger, oui. C'est comme je vous disais, j'ai eu des réunions avec des compatriotes qui vivent à l'étranger. Je vous ai parlé du Canada, des États-Unis, de France, de Suisse. J'ai eu des réunions concrètes, donc des réunions de terrain avec des Congolais qui m'ont présenté leurs doléances, leurs attentes, ce qu'ils veulent que le Congo fasse pour eux, et qui ont aussi fait des propositions de ce qu'eux, ils veulent faire pour leur pays. Donc oui, les contacts, on en a eu, et la base de données continue à s'enrichir. D'accord. Et ça a été facile quand même pour vous de les contacter? De les contacter et puis d'être acceptés parce que, excusez-moi, je voudrais vous dire en passant qu'il y a certains Congolais qui sont à l'extérieur, donc à l'étranger. Il y en a de ceux qui sont à l'étranger pour des raisons politiques. Et ceux-là, est-ce que vous arrivez à les rencontrer quand même et ils arrivent à vous faire des propositions et ça vous paraît quand même, vous avez la facilité de les contacter? Oui, ceux qui veulent me contacter, on se parle. Moi, j'ai la liberté de parler à tout le monde et je pense que je dois parler à tout le monde, même ceux qui sont partis pour des raisons politiques, parce que le président ne m'a pas mis des barrières ou des cloisons en me disant tu parles à ceux-ci, tu parles pas à ceux-là. Non. Donc je parle à tout le monde. Dans mes réunions, il y a eu des personnes qui sont venues avec des opinions politiques qui divergent avec l'opinion de la majorité présidentielle ici, par exemple. Et puis on a discuté en toute transparence. Et puis voilà, donc il n'y a pas de... qui m'acceptent, c'est pas ce que je demande aux gens, je ne demande pas aux gens de m'accepter parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mettre en place une certaine stratégie qui faciliterait l'intégration des Congolais de l'étranger ici. Donc peut-être que la question, il faudrait la leur poser, ils m'acceptent, il n'y a pas de raison qu'ils m'acceptent. Il faut qu'ils adhèrent plutôt à la stratégie qu'on essaiera de mettre en place. Ok, mais quand vous êtes en face justement de ces Congolais, alors, il y a de ceux qui sont partis parce que grâce aux moyens de leur famille, donc aux moyens propres, il y a de ceux qui sont partis parce que l'État leur a mis les moyens, a mis les moyens à leur possession, tout ça. Mais vous leur dites quoi exactement quand vous êtes en face de ces Congolais? Parce que votre mission, c'est de peut-être les convaincre, de les ramener. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de convaincre ou les séduire, je ne sais pas. Mais vous leur dites quoi exactement? Je leur dis que le pays se transforme et que le pays a besoin d'eux. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont dans un boom, qui connaissent un boom comme le secteur minier et il n'y a pas de compétences. Donc s'il y a des Congolais à l'étranger qui sont dans ce domaine-là, je leur dis, voilà ce qui se passe au Congo. Il est peut-être bon que vous veniez prospecter, voir ce que vous pouvez faire pour votre pays. On va dire, je vends le pays, oui, je leur présente la face économique, attractive du pays qui peut intéresser tout le monde. Les gens n'ont pas toujours la bonne information, donc quand j'y vais, je leur dis voilà ce qui se fait. Et il est bon que vous veniez. Et puis là, depuis un moment, on reçoit énormément de demandes, des CV, des gens qui veulent venir travailler ici. Et donc, je pense que le contact est établi et les Congolais de l'étranger savent qu'on a besoin d'eux et qu'on les attend. Donc oui, on leur dit, on leur présente le Congo tel qu'il est aujourd'hui. Donc en plein développement et ayant un énorme besoin de ressources humaines hautement qualifiées. Et puis, il faut qu'ils viennent. Mais quand vous les rencontrez pendant vos conversations, il arrive quand même que vous rencontrez certaines difficultés par rapport, par exemple, en ce qui concerne l'aspect éducatif, même au point de vue mentalité, parce qu'il y a de ceux qui, par exemple, pensent que, ben voilà, ça, il ne faut pas se voiler la face, au moins, quand même, il faut reconnaître que il y a des Congolais qui cultivent négativement le tribalisme,
Parce qu'ils se disent que, bon, voilà, le pouvoir qui est au Congo, ben, bien que je sois congolais, ce n'est pas de mon département, ce n'est pas de ma région, ou encore l'aspect appartenance politique. Alors, est-ce que ça, on peut considérer ça comme des difficultés, ou encore est-ce que vous rencontrez des difficultés, des gens qui donnent l'impression de ne pas être pour le régime en place? Oui, enfin, déjà le tribalisme n'est pas l'apanage des Congolais de l'étranger. Hein. Le tribalisme à l'intérieur du pays, il y en a plein, il y a plein de tribalistes. Donc, ce n'est pas quelque chose de propre aux Congolais de l'étranger. Et l'appartenance politique, oui, il y a des gens qui n'aiment pas le pouvoir en place et on discute, ils donnent leurs arguments et puis on leur présente le travail qui est fait par le chef de l'État, qui n'est pas à démontrer parce que c'est visible, c'est sur le terrain. Donc, c'est toujours en toute transparence que ça se passe et il n'y a pas de réelle difficulté à expliquer ce qui est facilement vérifiable. Donc moi, je n'ai pas de réelle difficulté à parler aux Congolais de l'étranger, même ceux qui sont hostiles au pouvoir en place. La question, par exemple, la question de 2016 est déjà revenue dans mes rencontres avec les Congolais de l'étranger. Donc on parle de tout, on parle vraiment de tout. D'accord. Alors, est-ce que vous, quand vous arrivez là-bas, vous disiez tantôt que votre objectif c'est de vendre, de montrer l'image actuelle du pays à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Est-ce que pendant que vous leur donnez les preuves, si on peut dire ainsi, ça c'est des preuves théoriques, si je peux le dire ainsi, est-ce que vous n'allez pas un peu beaucoup plus loin dans le sens que, bon, c'est le président qui vous a nommé, bon, vous faites un marketing et que il y a quelquefois des questions qui vous fâchent un tout petit peu et qui quelquefois vous dites, bon, on arrête la causerie. Bon, non, ça n'est jamais arrivé. Que je dise on arrête parce que vous posez des questions qui fâchent, non. Non, non, ça n'est jamais arrivé. J'essaie de trouver des réponses. Et quand je n'ai pas de réponse, et je n'ai pas honte à dire que je n'ai pas de réponse et que je poserai la question quand je repartirai au Congo et on me donnera une réponse et je vous répondrai. Il n'y a pas de raison de se fâcher quand les gens ont une conviction et que vous n'avez pas la même. Il n'y a aucune raison, sinon on va droit dans le mur et puis on n'avance pas. Non, non, il ne m'est jamais arrivé dans une rencontre avec les Congolais de l'étranger de m'énerver parce qu'on aurait posé une question qui fâche. Non, non, non. D'accord. Mais en ce qui concerne, par exemple, justement, c'est la question de 2016. Quand les gens parlent du changement de la Constitution, puisque logiquement, votre département, si je me le permets, est logiquement apolitique dans le sens politique du terme. Bien sûr. Alors, quand on vous pose une question dans ce sens-là, quelle est votre position ? Alors, quelle est ma position? Oui. Ma position, logiquement, je ne devrais pas avoir de position, moi, sur cette question-là. Logiquement. Donc, ça veut dire que... pas de position sur cette question. Donc, je donne la position qui prévaut à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que j'ai assisté à quelques rencontres citoyennes. J'ai eu la chance d'accompagner le chef de l'État dans certains de ses voyages à l'intérieur du pays où cette question a été soulevée et la réponse du président a toujours été la même. C'est-à-dire que aujourd'hui, lui, personnellement, il ne s'est pas prononcé sur cette question-là, mais il laisse le peuple en parler. Les gens doivent avoir la liberté de s'exprimer. Et puis, probablement qu'un jour, il décidera de dire ce qu'il en pense, mais le peuple congolais doit avoir la liberté de parler de cette question. Le peuple congolais à l'intérieur comme à l'extérieur, donc les gens qui sont à l'extérieur également, on leur laisse la latitude de parler de cette question-là. Maintenant, ma position, à moi personnellement, je la garde pour l'instant parce que de toute manière, elle n'intéresse personne. D'accord. Alors, j'ai l'impression que quand vous allez vous rencontrer ces Congolais de l'étranger, vous parlez des avancées significatives, certainement, donc les réalités de ce qui se passe au pays, comment le pays est en train de se développer. Vous parlez en quels termes? En termes d'infrastructure ou en termes des comportements? Parce que le développement d'un pays, ce n'est pas forcément seulement les routes, les infrastructures, il y a aussi le problème de mentalité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, sur place au pays, les Congolais, il y a quand même une avancée significative dans le sens du changement des mentalités? Ça, c'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, hein, pour dire franchement, il y a des choses
à améliorer, mais des avancées. Et puis souvent, quand je vais parler aux Congolais de l'étranger, on parle des deux, des infrastructures de base qui se mettent en place au Congo. On parle aussi de la corruption, on parle aussi du non-respect de l'heure, du temps. On parle de tout ça, mais non, on n'a pas la science infuse non plus. C'est-à-dire que les gens, les comportements changent toujours progressivement. On ne va pas venir imposer aux Congolais de vivre comme les Français ou comme les Américains. Ils vivent comme des Congolais et nous, on doit pouvoir s'adapter à ce rythme-là. Mais non, les comportements... Oui, parce que, par exemple, quand vous dites que revenez au pays, revenez parce que c'est bon, mais non, vous pouvez... Alors, lorsque quelqu'un qui a vécu des années au Canada, qui arrive au pays, il constate qu'au Congo, il y a une bonne catégorie de personnes qui a transformé la réalité, c'est-à-dire que les valeurs aux antivaleurs, des antivaleurs aux valeurs. Est-ce que vous pensez qu'un type comme ça, vous pouvez le convaincre de le faire asseoir sur place au pays, même s'il avait des capacités d'investir au Congo? Aujourd'hui, je vous donne des exemples. Il y a de ceux-là qui ne respectent pas, par exemple, le bien public. On voit, par exemple, tous les week-ends, certaines autorités, certains directeurs qui utilisent les véhicules de l'État pour aller passer des week-ends à l'extérieur, enfin hors de Brazzaville. On voit par exemple ceux-là qui occupent les maisons de l'État de manière anarchique. On voit par exemple ceux-là qui ne sont presque pas au bureau à l'heure qu'il faut parce que c'est l'État. On voit par exemple ceux-là qui ne mettent pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors tout ça, est-ce que vous pensez que si celui-là qui arrive de l'extérieur, vous lui dites non, ben, il faut vivre comme les Congolais, croyez-vous que celui-ci pourra vraiment... Moi, je ne demande pas aux gens de venir et vivre comme. C'est-à-dire que s'il y a des antivaleurs, il vaut mieux pas les suivre. Il vaut mieux emmener et cultiver autre chose que ce qu'on trouve à l'endroit où on sera affecté ou à l'endroit où on va travailler, où on va vivre simplement. Quand vous arrivez dans un endroit où vous avez des personnes complètement pourries, on va dire entre guillemets, dans le sens où il faut toujours glisser quelque chose pour que ce que vous voulez se fasse, vous n'êtes pas obligé de faire comme ces personnes-là. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes non partant. Vous êtes non partant puisque vous ne le pas faites pas. Spécialement, je veux dire, pas spécialement dans le sens où quand vous avez une fonction importante et qu'on a besoin de vos compétences, vous n'êtes pas spécialement obligé de faire ce que on n'est pas toujours obligé de faire, je veux dire, parce que les gens pensent que si vous ne donnez pas, ça ne va pas se faire. Mais il faut déjà qu'on essaye de ne pas donner. Parce que les gens n'essayent même pas de ne pas donner. Ils sont conscients, c'est en nous. Le fait de faire comme ça. Permettez. Il faut faire autrement aussi. D'accord, vous permettez. Je vous donne juste un exemple simple. Hier, on a parlé de la gratuité des passeports. Tous les Congolais sont allés, bon, il fallait se faire un passeport. Mais c'était beaucoup plus difficile parce que ceux qui sont là, pas les autorités, mais il y avait des petits réseaux où les gens faisaient croire que non, voilà, si tu ne donnes rien, malgré que c'est gratuit, alors il faut dire au chef d'État de venir faire ça pour toi. Et il y en a certains médecins qui se sont mal comportés dans ce pays, concernant par exemple la césarienne qui était gratuite aussi, justement, je ne sais pas si c'est toujours gratuite, mais certains médecins répondaient aux malades, si vous voulez, allez-y dire au chef d'État de venir faire ça pour vous. Vous voyez de tels comportements. Est-ce que croyez-vous Mais je pense qu'en fait, il y a une chaîne à instaurer. Quand on instaure, par exemple, la gratuité de la césarienne, il y a peut-être tout un tas de services à côté qui doivent... tout un tas de services qui suivent. Les services qui suivent dans quel sens? Dans le sens où la personne qui vient pour la gratuité de la césarienne, est-ce que la structure hospitalière dans laquelle atterrit cette personne a tout ce qu'il faut pour gérer une césarienne gratuite? Ou peut-être qu'il faut à l'instant acquérir des choses à l'extérieur, ce qui demanderait finalement une petite contribution de la personne. Ça, je vous le dis comme ça en exemple, sans vraiment connaître la vraie situation. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les mesures qui consistent à rendre gratuits ces services-là et que ça ne soit pas suivi des faits, ça, c'est quelque chose qu'il faudra revoir dans le fonctionnement même de ces structures-là. Il doit y avoir des freins. Peut-être qu'il faut aller regarder ces freins-là et
comment dire, enlever ces freins, justement, et les choses pourront se faire de manière plus pratique. Si on dit à quelqu'un, on a instauré la gratuité d'un service quelconque, et que le revenu de la personne ne lui permet peut-être pas de subvenir réellement à ses besoins, et que ça pousse la personne à vouloir se tirer quelque chose à la personne qui arrive, il faut justement revoir le système. C'est-à-dire, il faut peut-être en amont voir un certain nombre de choses qui pourront permettre que la chose se fasse plus facilement. Je pense que c'est tout un système à revoir pour que ces choses-là s'appliquent. Mais ça, c'est pas mon domaine. Mon domaine à moi, c'est essayer de dire aux Congolais qui viennent que le Congo a besoin d'eux et que, justement, eux, en venant nombreux, avec une autre mentalité, j'espère, ou avec des valeurs, j'espère aussi, il peut venir enrichir nos valeurs à l'intérieur du pays, il peut venir changer aussi là où ça devrait changer. Donc, leur rapport est important. Maintenant, ce qui se fait ici, moi je ne donne que des exemples qui n'engagent que moi. Je pense qu'il y a tout un système à revoir. D'accord. Alors, on va parler en termes de valeur ajoutée. Alors, en quoi ces Congolais de l'étranger peuvent apporter leur contribution pour vous? En quoi ils peuvent apporter leur contribution? Oui. Vous voulez dire dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est que nous avons la majorité de nos spécialistes congolais, donc dans le domaine médical, ils travaillent plus à l'étranger qu'à l'intérieur. Alors, comment voulez-vous qu'on crée des hôpitaux généraux dans tous les départements et qu'on ait la majorité de nos spécialistes à l'intérieur? Donc il faut essayer de trouver les moyens de ramener ces gens-là qui venaient participer à l'amélioration du système de santé à l'intérieur du pays, dans l'enseignement, dans les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. On a parlé du boom minier. Dans le domaine du pétrole, on parle des métiers liés au pétrole, les géologues, les soudeurs, tous ces gens-là qui sont dans les métiers du pétrole. Ces besoins sont énormes et ces gens-là peuvent venir de l'étranger pour combler ces besoins-là. Alors, en prenant par exemple le cas justement des médecins, un médecin qui par exemple a travaillé en France, au Canada, alors il arrive au Congo, vous l'envoyez dans un coin comme Kélé, je ne sais pas, ou Isso, où il n'a pas, il y a un problème de logement, il n'y a pas d'internet, il y a un problème d'électricité, il y a un problème de l'eau potable, même au sein de l'hôpital, il y a un problème de seringue, un problème d'alcool. Alors du coup, est-ce que vous êtes sûr que une personne comme ça peut accepter facilement, aussi longtemps que les conditions ne sont pas réunies, peut-elle accepter de venir vraiment s'asseoir, même s'il est congolais, alors que de l'autre côté, il gagne bien sa vie, il a presque le maximum possible pour exercer sa profession? Oui, je pense qu'il y en a qui peuvent prendre ça comme un challenge, venir et que ce soit eux qui participent à moderniser les services. Il peut en avoir. Et puis, bon, en ce moment, de toute manière, le système de santé est en train de s'améliorer. Le ministre de la Santé fait un travail extraordinaire et nous pensons que tous nos hôpitaux vont être équipés de matériel de qualité et puis on n'aura pas des hôpitaux archaïques de genre que vous décrivez. Donc les gens, quand ils viendront de l'étranger, ils trouveront des plateaux techniques de qualité et puis travailleront dans de bonnes conditions. En ce moment, quand on construit un hôpital, construit à côté des logements pour les médecins et tout ça fait qu'ils ne viendront pas travailler dans les conditions que vous décrivez. En même temps, la rémunération ne peut pas être la même, on l'a toujours dit, on ne peut pas gagner la même chose au Canada et au Congo. On n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes conditions de vie et ce n'est pas la même chose. Alors est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il peut y avoir problème dans le sens qu'un médecin qui travaille en France et celui qui travaille au Congo depuis des années, ils ont étudié dans les mêmes écoles, ils ont le même diplôme. Alors celui qui arrive après, on lui donne un gros salaire parce qu'il vient fraîchement de l'Europe et celui qui a travaillé depuis des années, il est là au Congo avec un petit salaire. Est-ce que vous pensez? Mais c'est pas ce qui se fait. On ne fait pas ça comme ça, non. C'est pas ça, c'est vraiment caricatural. Le but du jeu, c'est quand même essayer de relever le niveau de rémunération de tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont leur statut particulier
apparemment le décret a été signé, donc les choses sont en train d'avancer, ils vont avoir des salaires décents et ils vont travailler dans de bonnes conditions, mais ce sera pour tout le monde, pas que ceux qui viennent de l'étranger. En revanche, si on parle des missions temporaires, parce qu'il va y avoir aussi des Congolais qui vont venir, mais temporairement, ils vont venir pour un mois. Ça se fait même déjà un petit peu là. Est-ce qu'on peut le considérer comme des coopérants? C'est pas tout... Oui, mais c'est pas ça. Ils n'ont pas le statut d'expatriés, ils n'ont pas ce statut-là. C'est juste des compatriotes qui travaillent à l'étranger, qui, pendant leur temps de congé, viennent donner un coup de main. Et il peut aussi en avoir qui vont prendre sur leur temps de travail, donc ils vont prendre du temps libre sans solde là-bas et venir donner un coup de main ici. Là, il faut réfléchir à comment donner des per diem, essayer de faciliter leur vie pendant la période où ils vont rendre service aux compatriotes de l'intérieur. Est-ce que, madame, au niveau national, au niveau du Congo, vous parlez tout à l'heure, par exemple, des enseignants. Il y a, par exemple, des enseignants qui ont été formés dans les grandes écoles ici au Congo depuis des années, qui n'ont pas de boulot. Mais pourquoi allez-vous, par exemple, privilégier plus ceux qui arrivent de l'extérieur? Alors déjà, localement, sur place, il y a des gens qui ont reçu peut-être la même formation, mais qui n'ont pas de boulot. Et en ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une certaine discrimination peut-être, ou peut-être un complexe. On ne privilégie pas, on va chercher ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire que si vous avez 10 mathématiciens ici, vous n'avez pas besoin d'aller en chercher à l'intérieur. Mais si vous en manque, vous êtes obligé de regarder du côté de l'extérieur. Ce sera plutôt dans ce sens-là. On ne peut pas venir écarter ceux qui sont là, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont les mêmes spécialités, pour mettre ceux de l'extérieur en se disant qu'ils sont meilleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est surtout pour les compétences rares qu'on ne trouve pas. D'accord. Prenons le cas des hommes d'affaires. Des Congolais qui font des affaires à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont dans le domaine de l'import-export, mais qui vivent ailleurs. Alors aujourd'hui, on s'est dit, bon, au Congo, on a besoin des exportateurs, des Congolais qui sont vraiment formés dans ce sens-là, qui peuvent venir justement le faire au Congo. Mais tout en connaissant la réalité de notre douane, d'après nos informations, c'est à vérifier d'ailleurs, que c'est le pays où les taxes sont très élevées, la douane coûte très cher. Alors pour ces Congolais-là, quelle peut être votre contribution pour les aider à venir s'installer au Congo? Ma contribution à moi, c'est... Quand je parle de vous, je fais allusion justement à votre département, parce que vous voulez qu'ils viennent, mais vous leur garantissez quoi par rapport à la douane? Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on a décidé depuis quelques temps de mettre en place un comité de réflexion, justement sur une stratégie nationale d'intégration des Congolais de l'étranger au développement du Congo. Il y a des experts qu'on a choisis dans tous les départements ministériels du pays. Là. Chacun a désigné un point focal et le travail que vont faire ces points focaux est de réfléchir justement sur les propositions à faire à la douane, aux impôts, aux différentes structures pour faciliter le retour de ces compatriotes. Donc les propositions vont être faites. Ça ne dépend pas de moi. Est-ce que les services de douane, les impôts, donc le ministère des Finances en général, enfin le ministère de l'économie et des Finances en général, est-ce qu'ils vont accepter ces propositions-là et les faire appliquer pour faciliter le retour? Ça, ce ne sera plus notre rayon à nous. Nous, on aura au moins proposé. Donc ce travail de réflexion est en train d'être fait maintenant. Le comité technique s'est formé et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura une ébauche de stratégie qui pourrait apporter peut-être des réponses à ce genre de questions parce que c'est un vrai problème. La douane, c'est un problème. On verra bien ce que ça donnera. Alors, madame, en ce qui concerne par exemple la réintégration, quand ces Congolais de l'étranger arrivent chez nous, enfin arrivent au pays, alors, vous savez au moins quand même que quand un Congolais, ça c'est dans la mentalité du Congolais, moi je ne pense pas que quelqu'un peut dire le contraire, bon, les gens sont libres, quand un Congolais a vécu 10 ans, 30 ans, 20 ans à l'extérieur, surtout en Europe, quand il arrive ici, il a tendance d'avoir un complexe de supériorité. Et ceux qui sont ici, qui le reçoivent, ils ont aussi tendance à avoir un complexe d'infériorité parce qu'ils se disent que, bon, celui-ci arrive, parce que ça peut se voir dans les hôpitaux, que ce soit dans plusieurs domaines. Alors, comment pensez-vous faire pour
créer d'une certaine manière l'équilibre entre celui qui arrive et celui qui est déjà sur le terrain. Créer l'équilibre. Enfin, moi je pense que tout ça est un peu caricatural. C'est pas systématique. Ça se passe pas systématiquement comme ça. Je veux dire, les gens qui viennent de l'étranger ne se sentent pas toujours supérieurs à ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là, certains ont étudié également à l'étranger. Enfin, je pense que même le complexe d'infériorité que vous décrivez de ceux qui sont à l'intérieur, c'est complètement faux. Donc maintenant, s'il y a des cas comme ça, moi je pense qu'il n'y a que le dialogue qui peut permettre de dépasser ça et puis et avancer. Parce que je ne vois pas trop comment on pourrait faire pour concilier ça si on ne se parle pas, si on n'échange pas. S'il y a un conseil à donner à ceux de l'étranger, c'est que quand ils viennent, effectivement, qu'ils ne viennent pas en donneur de leçons, qu'ils ne viennent pas en conquérants, qu'ils viennent, qu'ils écoutent, parce que sans nous, qui étions à l'étranger, le pays a quand même été tenu par des gens qui sont là et qui ont fait du bon travail. Donc il faut venir et les entendre aussi avant d'émettre des idées qui peuvent être blessantes ou frustrantes. On va demander à la régie si on a pu avoir le témoignage d'un compatriote congolais donc, qui est désormais installé ici au pays. Il a vécu aussi à l'extérieur. On ne sait pas si l'élément est prêt. Comme ça, on va revenir. On va demander donc à Zedang si l'élément est prêt. Et puis bon, voilà. C'est bien connaître le problème des étrangers, des étudiants. Ouais. Je pense que... C'est bon. Oui, c'est bon, ok. Toutes les diasporas du monde ont toujours eu une réelle importance, un réel intérêt pour leur nation d'origine. Je pense, selon moi, la question est de bien distinguer, de bien rechercher la valeur ajoutée pour le pays de départ, la valeur ajoutée dans la technicité de ceux qui se sont expatriés pour pouvoir en avoir un bénéfice réel. Parce que ce qui trompe dans cette notion de diaspora, c'est son origine en fait. L'origine des diasporas vient des Juifs israéliens et qui notamment ont quasiment tous réussi à l'extérieur et ont toujours eu un apport important pour leur pays. En ce qui nous concerne, on a tendance à croire que tous ceux qui vont à l'étranger sont dans ce cas-là. Moi, j'insiste pour qu'on distingue sur la valeur ajoutée, la technicité que les gens peuvent rapporter et qui puissent servir au pays. Et dans ce sens-là, parfois, pour éviter certains complexes, il vaut peut-être mieux parfois parler plutôt des Congolais, simplement de l'étranger, comme les Français parlent des Français de l'étranger. Après, dans ce qui semble important, c'est maintenant la question, c'est comment réussir le rapatriement et la réintégration de ces personnes qui étaient parties et qui rapportent une vraie valeur ajoutée, qui entrent donc dans ce qu'on appelle en général dans la catégorie de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il faut pouvoir ramener les cerveaux dans le pays d'origine et sur ce plan, le travail que fait Madame Itoa, le travail qui lui a été confié, est d'une grande importance. Sauf que dans cet aspect de réintégration, il ne faut pas sous-estimer également le problème des mentalités, sous-estimer le problème simplement des préjugés qui existent de part et d'autre. Ceux qui entrent ont quelque peu souvent ce sentiment de supériorité et en même temps ceux qui les accueillent ont aussi parfois un sentiment d'incompréhension, un préjugé, pas d'infériorité mais quelque chose qui fait en tout cas que les deux aient du mal à se réintégrer. C'est ce problème des préjugés, le problème des préjugés. Voilà, madame, vous avez suivi ce témoignage. Vous parlez justement, ça c'est un Congolais qui a vécu à l'étranger aussi. C'est parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout par rapport au temps. On ne sommes pas allés jusqu'à la fin de son témoignage parce qu'il a donné un témoignage en ce qui le concerne. Par exemple, il est arrivé au pays, il a été chaque fois, il avait postulé dans telle ou telle structure et
tel l'avait accepté, celle-tel, je crois, mais de temps en temps, il avait souvent des inquiétudes, en fait, parce que pour lui, il disait qu'arriver là-bas, c'est sûr que c'est pas beau, c'est pas propre, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Ça, c'est d'après lui. Il m'a dit ça, je crois, directement. Alors, c'est là où justement je veux parler du complexe. Alors, c'est une réalité, puisqu'il a dit que s'il y a le problème de complexe, d'infériorité, de supériorité, c'est une réalité. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas entendre ça comme ça. Est-ce que parce que vous pensez que c'est caricatural, comme vous l'avez dit? Mais en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette manière de généraliser, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous ceux qui viennent de l'étranger arrivent avec un complexe de supériorité et tous ceux qui sont à l'intérieur développent un complexe d'infériorité. Je suis contre ça. Enfin, mais puisqu'il y a des conditions, ces gens-là, avant d'accepter de revenir, je crois que vous l'avez dit peut-être en passant, les gens posent des conditions, tout en sachant très bien. C'est pas ça un complexe de supériorité. C'est simplement que quand quelqu'un pose une condition pour revenir au pays, si c'est une condition de rémunération, on est quand même d'accord qu'un Congolais qui a vécu, on ne prend que le cas de la France, et qui a fondé une famille, et qui a un patrimoine là-bas, qui a cotisé pour sa retraite là-bas, quand il saute le pas de venir au pays, il est quand même bon qu'il regarde tous ces aspects-là. Est-ce qu'on va considérer que c'est venir en conquérant que de dire, voilà, moi, je vais quand même avoir du mal à joindre les deux bouts si je suis payé 100 000 francs. Voilà, on peut quand même parler de ça. C'est pas tabou, c'est pas avoir un complexe de supériorité que de dire regardons les aspects pratiques du travail. Parce que si la personne n'est pas dans de bonnes conditions, il ne fera pas du bon boulot. Après, il va être corrompu, il va avoir tendance à prendre aux patients des petits billets parce que lui, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc ça, c'est des problèmes réels qui existent et pour ceux de l'extérieur et pour l'intérieur du pays. Il faut regarder la rémunération de tout le monde. Il faut qu'elle réponde à la vie au quotidien pour éviter justement tous ces à-côtés qui font que ça pourrit énormément la vie des patients. Mais est-ce que là, il ne peut pas y avoir... Les patients, de tout le monde, hein, pas que dans la santé. Voilà, d'accord, le cas de la santé. Si celui qui arrive de l'extérieur dit, bon voilà, ici en France, par exemple, je suis payé à 2 500 000 CFA, par exemple, j'ai ma retraite que j'ai cotisée déjà, j'ai des engagements ici et là, et vous voulez que je revienne au pays, d'accord, pour l'amour du pays, je vais rentrer, mais à condition que vous gardez mon cap de salaire, c'est-à-dire 2 millions de francs CFA. Entre-temps, le même diplôme que le monsieur ou la dame a est en France, c'est le même diplôme que peut avoir Madame Itoa au Congo, qui a exercé au Congo depuis 10 ans, mais Madame Itoa est payée à 350 ou 400 000 francs. Alors, est-ce que celui-ci, de son arrivée, vous allez encore lui dire que non, voilà, ceux qui sont sur place sont payés à 300, acceptent seulement, ou bien vous allez faire comment dans ces conditions, puisque vous en fait, il y a une chose, monsieur le journaliste. Déjà, il faut que je vous dise que personne, de ceux que je connais moi, avec qui j'ai parlé, personne n'a jamais exigé avoir exactement le même salaire qu'il avait à l'étranger au Congo. Et qu'est-ce qu'ils exigent en fait? Ces gens-là exigent quoi en dehors du salaire? Ces gens-là se disent, si on prend par exemple le cas d'un médecin, je veux bien aller travailler au CHU de Nowesso, Fondo, de n'importe où. Il faut quand même que j'ai un logement, oui, que j'ai un véhicule, que j'ai un plateau technique qui me permette de bien m'occuper des patients qui viendront avec les pathologies qu'ils ont, oui, qui est des véhicules de liaison, c'est-à-dire, en fait, qu'il y ait des conditions de travail décentes, okay, normales, oui, et en même temps qu'il ait une rémunération en tenant compte du niveau de vie à l'intérieur du pays et en tenant compte du besoin qu'on a de ces compétences. Parce que c'est ça aussi ce que nous ignorons complètement. C'est-à-dire que nous avons réellement besoin de cette compétence-là et la personne veut bien venir rendre ce service-là, mais on ne veut pas du tout qu'il demande à avoir quelques avantages. Mais comment voulez-vous exploiter une compétence rare et ne pas lui accorder quelques avantages? Donc, si monsieur a une compétence qui est répandue au Congo, il veut venir travailler dans les mêmes conditions que tout le monde, dans lesquelles tout le monde travaille, il ne va pas exiger. Là, aujourd'hui, j'ai reçu, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, j'ai reçu du ministère de la fonction publique un décret, enfin une note de service qui
met à la disposition des Congolais de France une centaine de postes. D'accord? Dans quel domaine, par exemple? Tous les domaines. D'accord. Cette centaine de postes va être attribuée aux Congolais qui ont des diplômes de France. Mais c'est aux conditions du Congo. Il n'y a pas de salaire majoré parce que ça s'est proposé à des Congolais de France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui vont accepter de prendre ces fonctions-là, de venir travailler, se mettre à la disposition de notre fonction publique, travailleront, seront payés selon les normes congolaises. Voyez? Mais vous voulez un cardiologue rare parce qu'au Congo on n'en a pas, parce qu'il va devoir s'occuper des patients, ça va leur éviter des évacuations sanitaires qui coûtent super cher, ou un néphrologue qui va nous éviter que la personne aille s'installer là-bas pour se faire des dialyses, parce qu'ici il n'y en a pas. Une personne comme ça accepte de venir et vous ne voulez pas du tout qu'il demande un certain nombre d'avantages. C'est illusoire complètement. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Bon, enfin, je dis pas que je suis d'accord ou pas avec vous. Moi, je ne sais que faire mon émission. Ce qui est sûr, la réalité, c'est que... Ça ne vous empêche pas d'être d'accord avec moi. Bon, ok. Alors, moi, la question, vous parlez tout à l'heure, justement, j'ai saisi l'occasion. La fonction publique vous a donné toute une liste, justement une centaine de postes pour voir naturellement pour ces Congolais qui ont des diplômes français, donc qui sont en France, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce que, comment, voyez-vous pas que c'est un peu paradoxal? C'est vrai que vous êtes obligé de prêcher pour votre église, si vous voulez, est-ce que parmi ces gens-là, y a-t-il pas des Congolais qui sont au Congo, qui ont fait la même chose, mais qui sont à la recherche du boulot? Il y a aussi toute une panoplie de postes pour les Congolais de l'intérieur. Il n'y avait que 100 postes sur, je ne sais pas combien, sur des milliers. Il n'y a que 100 postes pour les diplômés de France. Il y en a une vingtaine, trentaine pour d'autres pays. Mais pour le Congo, c'est tout le reste des postes. C'est des milliers de postes. Donc on ne peut même pas comparer. Donc ceux de l'intérieur ont leur quota de postes, un quota beaucoup plus important que la petite centaine de postes accordés aux Congolais de France. Il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Mais madame, est-ce que quand vous parlez, on parle des Congolais de l'étranger, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression que vous faites plus allusion à ces Congolais qui sont du côté de l'Occident. Et les compatriotes qui sont à côté, au Cameroun, en RDC, on avait par exemple ceux de la RDC. Est-ce que vous